Une question, vous avez parlé des contes. Il y a certainement un conte dans votre enfance ou dans votre vie qui vous a marqué plus que les autres, je suppose. Ou bien c'est global? Non, parce qu'en fait, dans mon milieu, les gens viennent de la Goule. Ma maman avait Bérette de Goule. Elle avait le sens de la répartie, le sens de la formule un peu vache. Mais on racontait pas beaucoup de contes chez moi. Mais en fait, c'est en allant faire une collecte dans les années 78-79. En fait, on nous avait dit qu'il n'y avait plus de contes, que les collectes s'étaient terminées dans les années 50. Il y avait une grande collectrice de contes qui s'appelait Geneviève Massignon, qui avait fait des collectes de contes en Corse. C'était une linguiste, en fait, qui s'est suicidée toute jeune, qui était la fille de Louis Massignon, grand orientaliste. Et on nous disait qu'il n'y avait plus de contes. Et puis un jour, il y a un mec du Pays de Ré, qui s'appelait Gilles Perraudot, qui arrive et qui dit « Oh, j'ai fait une collecte de contes extraordinaire !» Suffisait d'aller en chercher pour en trouver. C'est toujours pareil, à un moment donné, voilà, on nous avait dit, c'est pas la peine d'en chercher, il n'y en a pas. Et il a commencé à chercher, et vers Saint-Julien-des-Landes, qui était en plus la patrie d'origine du côté de ma mère, je suis tombé sur des gens formidables. Une petite bonne femme qui s'appelait Adelina Magot, qui racontait l'histoire de Petit Boucau, l'enfant à tête de bouc. Oh, on avait un petit boucau, une enfant à tête de bouc. Le jouer, puis le jouer tout le temps. Puis à un moment, on l'avait dos géant, puis il a mis en pensant que le joue tout le temps, le petit géant. Alors à un moment, on le végirant, puis le découpirant, le petit boucau, puis le mettirant dans le chaudron pour le faire bouilloter. Et puis au-dessus, il avait la fée, puis quand la fée a voyé ça, eh bien d'ici, je fais pas ça quand même. Et puis elle faisait une éloise dans le ciel qui tuait les géants. Et puis elle arrivait, puis elle voyait le petit cœur qui daltait, parce que la viande laissait le petit cœur à côté. Puis au dalté, elle avait pris le petit cœur qui daltait, le remettirant ça dans le chaudron, puis le brassirant pour faire revenir le petit boucau vivant. Et puis quand on le revêtit vivant, le petit boucau, eh bien le jouer, puis le jouer, puis le jouer. Et elle avait une qualité de passé simple. Vous avez vu que nous, on était dans un pays où le passé simple était naturel. En français, qu'est-ce que tu veux binoucher avec des passés simples, quoi, hein? Alors que à l'ici, parce qu'en plus le passé simple il se finit tout en i. À d'ici, ah ben il dit d'ici, ah ben. Donc Jean-Michel a dû vous dire qu'on essayait de travailler sur les marqueurs identitaires, Sylvie Robillard, etc. Vous pouvez nous aider au niveau de la langue? Parce qu'on parle de résilience, on parle d'histoire, etc., etc. Mais au niveau de la langue, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter sur cette idée des marqueurs identitaires? Ouais, et en tirer un profit identitaire, commercial, label, etc. Alors, forcément, je prêche pour ma paroisse. J'ai aucune envie nationaliste, moi. La plupart des gens qui ont combattu pour les langues régionales l'ont fait avec un aspect nationaliste, c'est-à-dire en voulant donc fabriquer, comme on parlait tout à l'heure, du breton, ou actuellement dans les écoles d'Iwan, on apprend ce qu'on appelle le chimique. C'est-à-dire c'est une langue nationaliste, comme on a fait au XVIe siècle et XVIIe siècle en France. On a inventé une langue, donc il faut jardiner une langue, ce que les linguistes appellent jardiner une langue, pour arriver à importer des données, pour faire qu'une langue soit capable de parler de tout. Ce qu'on a fait en breton, ce qu'on fait en basque encore aujourd'hui, et ce qu'on a fait en France largement avec le grec au XVIe et XVIIe siècle. Notre langue, elle n'a pas été bien jardinée. Et c'est une langue qui est encore non stable, ni homogène. Ce qui fait qu'elle a cette merveilleuse, incroyable richesse des langues qui ne sont pas les mêmes, pas toujours les mêmes d'un village à l'autre, puisqu'il y a un capital dans chaque famille où on a gardé des mots plus que d'autres. Mais il y a une inventivité au niveau des mots. Alors, je crois que... Alors, je participerai plus à l'idée d'un Pierre Rézeau. Ouais, Pierre Rézeau, ça vous dit quelque chose? C'était un vieux curé qui a beaucoup travaillé en linguistique et qui a eu une importance sur l'idée du français régional. C'est-à-dire non pas garder une langue au quotidien, mais garder du vocabulaire, garder une manière de décrire le monde, prendre conscience de ça et se dire c'est une richesse. Et non pas y aller du bout des doigts, parce qu'en Vendée, quand on parle pas de toi, il y a un côté, on est pour rire, on est pour rire, oui, on est bien, on fait rire, le patois fait rire. Tu vois, il y a quelque chose qui est non pas sur une fierté d'une manière de décrire le monde, et donc il y a sans doute
les gens savants diraient un changement de paradigme au niveau de la langue qu'il faudrait faire, hein, en disant ça fait partie de notre patrimoine. On protège les buissons, les haies en disant que c'est un endroit de la diversité, et on ne protège pas notre manière de décrire le monde qui fait partie d'une richesse vraiment intrinsèque au territoire, et en même temps avec ces diversités, hein, multiples en elles-mêmes et unies à l'extérieur. Et c'est vrai qu'entre les patois du nord, du marais nord, des maréchanes, hein, et puis ceux du bocage, il y a des variantes, mais c'est une beauté, c'est une richesse, c'est une chance extraordinaire. Et je crois que même au niveau, vous voyez bien, au niveau des marques, au niveau aujourd'hui, dans l'identitaire un peu partout en France, il y a des choses les marques Braille aujourd'hui, j'ai lu un texte il n'y a pas longtemps, parce que je travaille beaucoup là-dessus actuellement, mais sur le drapeau breton. Et dans les manifs à Paris, il y avait des mecs qui portaient des drapeaux bretons. Et on leur disait, mais parce que vous êtes breton? Pas du tout, mais parce que... Tu vois, tout d'un coup, c'est une identité positive. Et à transporter comme une espèce de manière de pouvoir à la fois d'être révolté, à la fois d'être réuni, à la fois d'être en marche. Et voilà, nous... Alors nous, si on met le double cœur vendéen, à l'extérieur du département, c'est pas gagné qu'on arrive encore à tirer une idée positive d'une Vendée, de cette Vendée qui nous porte tous, c'est-à-dire d'une Vendée tellement aux opposés de comment elle est perçue de l'extérieur. Quand je parle du tissu d'entrepreneurs, du niveau de chômage en Vendée, de la capacité qu'ont à s'organiser entre elles, les entreprises, de cette capacité à former au sein des entreprises un personnel qualifié, de cette manière de faire voyager les gens à l'intérieur de l'entreprise, les gens tombent sur le cul. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire passer à l'extérieur? Parce qu'il y a encore des marqueurs extrêmement négatifs. Et je pense qu'au niveau de la langue, il y a des choses à utiliser, peut-être avec une... Alors là, je ne vous donnerai pas des réponses ce soir, mais ça, c'est un domaine où j'aimerais pouvoir réfléchir avec vous. Ça, c'est sûr. Bon. Le I de notre patois est un mot extraordinaire. Le I veut dire je et nous. C'est pas le I des Normands qui dit il veut quoi le monsieur? Non, le I est un résidu de l'occitan d'ailleurs. Et il veut dire, c'est pas comme il est presque comme le I anglais, mais pas tout à fait. Et il veut dire je et nous. Et donc moi j'avais fait une proposition à une époque de remplacer le je et le nous par le I. Et l'académie m'a pas suivi. J'avais envoyé un courrier, j'ai jamais eu de réponse. Mais c'est un mot extraordinaire parce que c'est l'acte qui détermine si c'est moi ou si c'est la collectivité qui fait. C'est très beau. Et il y a quelque chose là qui définit quelque chose de la Vendée profonde, ce I, parce que c'est dans l'action. Et s'il y a un pays de l'action, c'est la Vendée. La Vendée, c'est le faire. On se définit dans le faire. C'est ce que dit Sylvie Robillard, qui a dit, il y a une mystique, mais c'est une mystique qui est du faire. C'est pas une mystique qui est nébuleuse, c'est une mystique dans l'action. Et les gens se reconnaissent, ils ont une mystique, il y a une spiritualité, mais qui est d'une spiritualité de l'action aussi. Je trouve ça très beau. Et ce I, par exemple, moi, me semble une lettre qui est très belle. Ah ouais. Comment tu dirais changement de paradigme? Bouliter les urailles. Bouliter, ouais, faire changer les bords, quoi. Aller aux extrémités. Ouais. Les urailles. Les orées, quoi, l'orée du monde. Pour rester dans la Vendée, vous avez dit tout à l'heure que pour vous c'était une île et une prison. Oui. Et vous avez dit que vous pourriez développer. Je vous invite, si vous le voulez bien. Parce que c'est aussi Sylvie Robillard, ça, qui, avec son étude, a le sentiment de l'île, d'être sur une île, parce qu'en même temps, c'est un territoire né de la catastrophe, né de l'indicible, et qui a bâti une identité autour de cette catastrophe. Et donc avec une sensation d'être abandonné du monde, et en même temps c'est dans cette sensation d'être abandonné, d'être dévasté par le reste du monde, que s'est construit cette manière de vouloir de se rebâtir dans un endroit loin de tout. Et la Vendée est le territoire le plus loin des frontières terrestres. C'est pour ça, en 93, si sans doute en Vendée, il y a eu la plus grande
aversion pour aller aux frontières, c'était aussi parce que c'était les endroits, les gars qui étaient les plus loin. Fallait y aller à pied, donc bon. Et la sensation de l'île, moi je ressens ça très fort quand je perçois ça, cette manière d'un entre-soi aussi. Et parfois, pour les gens de l'extérieur, c'est pas simple. Hein. Et parfois, alors, moi, il n'y a pas très longtemps, de temps en temps, je fais du blablacar. Donc là, je suis pris par un gars qui m'emmène, et c'était un chasseur de tête. Enfin, un mec qui fait du placement de produits, placement de personnel dans les entreprises. Il dit la Vendée, oh, c'est une catastrophe pour nous. On n'arriverait à rien placer, alors que c'est un bassin extraordinaire, mais on n'y arrive pas. Parce qu'ils se débrouillent entre eux. Parce qu'on ne peut pas y mettre la main dans le doigt. Moi, je trouve ça. Et cette idée de l'île, alors après, c'est ça. Hein, l'île, elle a cette vertu d'être un refuge, mais bien sûr, est une prison. Il y a toujours deux faces à une médaille. Et le Puy du Fou, par exemple, est une grande richesse pour la Vendée, mais ça peut être aussi un handicap pour d'autres raisons. C'est vrai. Ça prend des fois de la place. Un gros arbre, le séquoia géant, des fois, il cache la forêt qui est derrière. Oui, j'aurais une autre question à vous poser, c'est tous ces dialectes qu'on entend au Québec. Oui. Quelle est la réalité par rapport à... Est-ce qu'on retrouve un parler vendéen, des Deux-Sèvres, enfin... Alors on le trouve... J'arrive pas à comprendre, c'est tellement... On a l'impression de retourner 300 ans en arrière. Quelle est la réalité du dialecte québécois? Alors, l'idée de retourner 300 ans en arrière, c'est si vous prenez la norme de notre français hexagonal comme la norme naturelle. Ça, c'est un discours de nationaliste. C'est un discours de colonialiste, pardon. Bien sûr, bien sûr. Vous vous rendez compte? Ça voudrait dire qu'il y aurait donc à l'origine du monde un français qui serait notre français propre, aristocratique, et qui serait donc la norme. Mais la francophonie, elle est autre. Et eux, en plus, c'est le seul pays de la francophonie où la langue s'est développée sans élite. Parce que quand ils ont été abandonnés par la France, en 1700, je ne sais plus combien, le moment où c'est sous Louis XV, je crois. C'est Louis XV, 1750 peut-être. Quand le Canada est redonné aux Anglais, les élites partent. Tout le monde. Il reste un ou deux curés, vraiment et toutes les élites. Et donc, ils vont rester à garder leur langue entre gens vraiment du peuple, entre petites gens. Nous, on a été dans une France où, petit à petit, cette imposition d'un français propre, purifié, il a fallu quand même, depuis l'abbé Grégoire, il a fallu la Troisième République, il a fallu encore plus que ça, parce que c'est finalement l'arrivée des grands médias qui imposent finalement le français. Hein, ça met donc un temps incroyable, incroyable. Et donc eux, ils ont continué à développer une langue faite de toutes les variantes dialectales des langues d'Oïl. C'est-à-dire que, alors, parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez qu'en plus, le peuplement du Québec est un peuplement absolument spécifique, parce qu'on était dans une industrie nationalisée. Parce que c'était les entreprises royales, parce qu'il y avait des... Alors qu'il y avait la libre entreprise chez les Américains, en bas, en dessous, chez les Anglo-Saxons, alors que les gens étaient des engagés qui signaient des contrats pour les comptoirs des Indes, pour les entreprises qui étaient royales, parce que c'était vraiment des entreprises nationales, quoi. Et donc, on n'acceptait pas, par exemple, de protestants partent. Il fallait que ça soit que des catholiques. Et il y avait et ce qui fait que quand les Français, quand le Québec a été redonné aux Anglais, il y avait très peu. Finalement, ils étaient 80 000 ou 100 000, c'était ridicule. Alors qu'il y avait 1 million de nouveaux arrivants anglo-saxons sur la même période arrivés aux États-Unis. Et donc ces 80 000 ou ces 100 000 ont réussi à résister avec leur langue, malgré tout. Et ceux qui se rapprochent plus du Poitevin, parce que notre langue était du Poitevin avant, c'est les Acadiens, ce qu'on appelle les Acadiens. Parce que les Acadiens, c'est vraiment les premiers peuplements qui sont arrivés, là c'est les premières arrivées de brouage 1604 environ, et puis jusqu'au grand dérangement 1750. Là, c'est les peuplements qui sont faits par les Poitevins. Et là, on retrouve chez les Acadiens une langue très proche de nous. Moi, un de mes plus grands chocs, c'est quand
Antonine Maillet, qui a eu le Goncourt, qui est une écrivaine acadienne. Elle a le Goncourt en France avec les cordes de bois. Mais elle a écrit une pièce qui s'appelle La Sagouine, qui est un monologue. Elle vient pour jouer une fois en Vendée, à côté de La Roche, dans un centre social. Et on est un certain nombre là, on est totalement pétrifié. La langue qu'elle parle, c'est la note. Les conjugaisons, les passés simples, le disant, le faisant, le marchant, le touchant, le crevant. Avec plus d'anglais au milieu, parce que forcément, le mélange avec comment s'appelle la langue des Acadiens, très anglicisée, mais il y a un gros mélange. Mais c'est la langue. Et donc, la plus proche de nous, c'est vraiment c'est chez les Acadiens, qu'on retrouve en plus dans certaines régions, parce que eux, les Acadiens, vous savez, ils ont été déportés un peu partout, aux États-Unis, dans la Vienne, mais en Angleterre aussi. Et ils ont été tellement mal accueillis ici qu'ils ont tous voulu repartir par le port de Nantes. Ils ont erré dans les rues de Nantes pendant des années avant que des bateaux les ramènent vers la Louisiane. Ça a été une épopée absolument incroyable. Et au Québec, on les trouve du côté de Joliette. C'est les meilleurs musiciens du Québec. Et là, ils ont les accents du sud des Deux-Sèvres et de la Saintonge. Lève tes jambes, lève tes hupes, les jambes te hell. Ils ont le « aspiré du chute des Deux-Sèvres. Vous utilisez toujours le mot « langue ». Et moi, quand je vous entends, j'entends « comportement ». Parce que, la vie a fait que j'ai été amené à me balader un peu dans un certain nombre de pays et à pas toujours parler la langue, et même très souvent. Et j'en suis revenu avec une conviction, c'est que pour communiquer avec quelqu'un, c'est plus important de comprendre son comportement que sa langue. On peut communiquer avec quelqu'un sans parler sa langue, si on comprend son comportement. Et quand je vous ai écouté, je vous ai entendu toujours revenir toujours sur le mot langue. Et pour moi, c'est pas de langue que vous avez parlé, c'est de comportement. Les mots ne sont que le support d'un comportement. Je vous choque? Ah non, pas du tout. Je trouve ça très. Je pensais à. C'est le comportement. Ah ouais, je pensais à des publics qui avaient des langues étrangères, qui venaient écouter mes histoires et qui comprenaient sans doute plus de choses que pas mal de gens qui avaient soi-disant entendu mes mots. Et les premières fois, moi, quand je racontais en Vendée, j'étais obligé de partir de la Vendée parce que j'avais l'impression que les gens venaient m'écouter en Vendée pour des mauvaises raisons. Ils venaient m'écouter pour le patois. Et le nombre de gens qui me disent « Ah oui, mais on préférait quand c'était en vrai patois. » En plus, l'idée d'une langue pure, comme s'il y avait eu un vrai patois quelque part. Ça n'existe pas, le vrai patois. Et quand je suis parti, c'était ça aussi, parce que les gens n'écoutaient pas mes histoires, et ils écoutaient le patois. Et ils venaient pour entendre, parce qu'il y a eu un manque de reconnaissance de ça aussi, et qui a été très fort pendant des années. Je pense que ça disparaît aujourd'hui, parce que les gens n'ont même plus conscience de ça. Parce que les dégâts sont faits très profondément. Mais... Et en fait, vous avez parlé du comportement. Moi, je suis un immigré en Vendée. D'accord? Mais pour communiquer avec les Vendéens, c'est pas compliqué. C'est leur comportement qu'il faut comprendre. Pas besoin de comprendre leur langue ni leur patois. Oui, mais c'est comme on n'aurait pas besoin d'avoir des arbres dans les champs et pas besoin d'avoir le principal, c'est du comportement. Ben, c'est pareil. La langue, ça fait partie de cette diversité et d'un patrimoine. C'est surtout ça que je défends, cette idée de la richesse. Cette idée c'est des éléments de plus d'une richesse. Moi, quand je vais dans un autre pays, j'adore le son des langues, j'adore utiliser des mots, même si je comprends. Ouais, c'est juste pour ça. Oui, Yannick, tu es venu à notre colloque à Mauléon sur la Grande Vendée. Mais j'aimerais avoir ton avis. Et tu as parlé tu avais fait Blablacar avec un chasseur de tête et tu disais pour lui c'était terrible parce qu'ils se débrouillent entre eux et ça suffit. Donc est-ce que de l'extérieur, on nous dit souvent la Vendée, enfin moi un peu quand j'en parle, on dit bah, c'est vendéen, et pour y rentrer c'est pas facile. Donc j'aimerais avoir ton avis parce que moi, voilà, pour évoluer, la Vendée n'aurait-elle pas besoin justement d'un peu du bocage bressuret, des Mauges et du reste alors c'est voilà, au risque de choquer, mais et puis du reste de la France bien sûr. Mais moi je vois de l'extérieur, on a besoin de la Vendée. On dit on a besoin de la Vendée, mais la Vendée n'a-t-elle pas besoin de nous?
Alors, ça, c'est une vaste question. Hein. Il me semble que dans le colloque, en tout cas sur la Grande Vendée, où j'étais à Mauléon, c'est vrai que j'ai été un petit peu ennuyé par la manière d'avoir un catéchisme vendéen qui ne positionnait la Vendée qu'autour de 93 et qu'autour d'une certaine idée de cette Vendée-là. Et il me semble qu'elle est un peu plus large que ça et que les marqueurs identitaires sont peut-être un peu plus larges que juste 93. Même si cette Vendée-là, hein, elle est née de 93, mais il y a un territoire un petit peu plus large qui mériterait d'être travaillé un peu au corps et avec une autre chose que ce catéchisme-là. Pour prolonger la question, plusieurs fois dans ton propos, là, tu as utilisé le mot département. Est-ce que tu penses que le département a de l'avenir? Alors, je pense que la Vendée, y a le fait que ce département soit né de la Révolution de manière aussi forte, je pense que ce département, ça peut être un des risques pour cet endroit, c'est qu'il reste un département. C'est-à-dire qu'il reste coincé dans cette espèce d'habit-là, et il pourrait grasseiller et puis loger dans cet habit qui serait un peu trop petit pour lui à un moment donné. Donc il ne faut pas faire péter les boutons. Pour toi, la Vendée, quand tu y penses, quand tu en rêves, tu la vois comme un département ou tu vois quelque chose d'autre? Moi, je la vois un peu plus large que ça, parce que je la vis plus largement que ça. Parce que moi, je suis un missionnaire de ça, vous comprenez? Je suis un missionnaire de la Grande Vendée, moi. Donc, on a un certain nombre comme ça. Hein, la Vendée était quand même la plus grande terre de missionnaires qui soit. Donc, hein, non, mais je vois bien qu'il y a, quand j'en parle avec les gens du Bressuiret, il y a une sensation d'appartenir à la même famille et en même temps d'être un peu ostracisés parce qu'ils ne sont pas dans le département. Donc il y a bien quelque chose au niveau des frontières de ce pays qui est quasiment un handicap aujourd'hui, parce que il y a cette identité qui fait prison, quoi. Hein. Mais quand on voit Mauléon qui fait partie de la Grande Aquitaine, ça fait quand même doucement sourire. Ah ben non, c'est le royaume wisigoth. Oui, d'accord. Et si on avait la Vendée, on serait le royaume wisigoth entièreté. Alors, mettre la Vendée avec la Bretagne, ça paraît difficile. Historiquement parlant, on se retrouve avec la Saintonge, mais c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de relations avec Poitiers, voire Niort, etc. Donc ça paraît un petit peu compliqué. Ben, vu qu'en plus, les autoroutes sont faites d'une espèce de manière qui fait que ça va partout de Paris pour arriver sur... Donc il y a peu de transversalité. C'est évident que là, au niveau de la transversalité, ça va être difficile. Alors que Richard Cœur de Lion, il aimait beaucoup venir de Poitiers pour chasser le sanglier à Talmont, mais c'est peut-être le dernier qui a fait la transversale. Hein. Nous, à Pouilly-Richon, on avait proposé de faire un aéroport international à un moment donné. On n'avait pas été écouté. Quand je vois l'échec programmé de Notre-Dame-des-Landes, je me dis qu'on aurait mieux fait de nous écouter. Ça aurait été plus intéressant parce que ça aurait réuni vraiment peut-être une ancienne région comme ça, qui aurait fait un Poitou retrouvé à la Vendée, une espèce de volonté de désenclaver le nord de l'Aquitaine. Ça aurait été extraordinaire. Oui, un autre sujet, l'histoire que tu as racontée sur les deux petits vieux là. Oui, ça m'interpelle complètement. Dans ma famille, il y a un milieu médical. Et je ne sais pas si c'est tes mots, ou je crois que tu as dit un petit peu ça, que la mamie, là, on lui a volé sa mort. Aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet qui t'interpelle ou pas? Cette histoire, en plus, pour moi, c'est une histoire qui représente un peu ma manière de travailler et d'écrire. Il y a dedans un fait divers, réel, une histoire drôle, stupide, histoire de la clôture électrique. Hein, le fait divers, c'est l'ancien maire de Clermont-Ferrand qui, avec sa femme, ils ont voulu partir ensemble et elle a été réveillée, et après elle a passé 2 ans à faire des conférences autour de ça, autour de l'idée de laisser les gens choisir leur mort, quoi. C'est un sujet, oui, qui me touche, parce que je vois bien que pour le médecin, la mort est un échec. Notre société est malade. C'est la première
société occidentale, c'est la première à être fâchée avec sa mort, à être divorcée d'avec sa mort depuis le début de l'humanité. On est les premiers. Avant, le rapport à la mort était quasiment la chose. Une bonne agonie était une agonie longue. On allait assister les gens dans leur agonie. On n'avait pas peur de sa mort. Comme disait une de mes voisines, il suit quand même beaucoup plus près du grand trou que du petit. Eh ben Samuel Beckett l'a réécrit à sa façon plus tard en disant « Une femme accouche à Califourchon sur une tombe ». Ben, elle disait pas mieux, il le disait pas mieux, et pourtant lui il a eu beaucoup plus de prix que ma voisine. Mais bien sûr que c'est un sujet dans nos sociétés en plus qui... Alors, la canicule risque de faire un peu de travail, mais... Ouais, on est une drôle de société par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait des progrès immenses, on parle de l'augmenter, mais on est incapable d'envisager, et en plus donc de travailler notre mort. Pour pas mourir fâché. J'ai fait un spectacle, j'ai pas fermé la nuit, qui était que sur la mort, qui se passait dans un cimetière, où c'était dans un village qui décidait de partir, et ils emmenaient tout. Ils emmenaient les ponts, ils emmenaient les jardins, ils emmenaient les maisons, les églises, les rues, et ils laissaient que le cimetière. Et moi, je rentrais dans ce cimetière, et les morts sortaient des tombes pour me raconter leur curriculum mortis. Et là, c'est formidable un cimetière, parce qu'il y a toutes les classes de la société, il y a tous les âges. Et j'ai raconté l'histoire d'une petite fille qui était une histoire vraie. C'était une petite fille qui tenait dans ses bras son frère. L'histoire s'est passée comme ça. Le frère, accident de voiture, tombe dans un canal du Marais, meurt. On le ramène, on dit on le ramène à la mort. Non, ramenez-le à la maison. On le dépose sur la table. Le père il dit on va pas le changer. On va pas l'habiller. On va le laisser comme ça. Faut pas pleurer. Et il veille le gamin, juste la famille, le père, la mère, la petite fille, en lui interdisant de pleurer. On enterre le gamin, et elle reste là, avec cette boule au ventre. Elle n'a pas pleuré, mais quelques années plus tard, elle s'est pendue. Et quand le père l'a décroché, il a dit « faut pas pleurer ». Et je faisais chanter cette petite fille dans la nuit, elle chantait à son frère « J'ai pas fermé l'œil de la nuit ». L'œil de la nuit, l'œil de la nuit, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, aujourd'hui lundi. Et là, enfin, après m'avoir raconté son histoire, elle pleurait enfin. Et cette histoire, pour moi, est très incroyable parce que je faisais des collectes sur la mort en 99. Vous vous rappelez, il y a eu une grande éclipse. Est-ce que vous vous rappelez de ça? En plein été, une éclipse invraisemblable. Et je suis dans le Marais, avec une femme qui me conduit, dans sa 4L, et on va collecter des histoires dans le Marais sur la mort. Donc on a entendu des trucs chiants un peu, c'est-à-dire des vieilles histoires que je connaissais déjà, sur les pendules qu'on arrête au moment de la mort, sur le drap qu'on met sur le miroir pour éviter justement après une mort. Et puis on trouve pas de trucs intéressants, et la femme à côté de moi, elle me dit « Oh ben oui, on trouve pas de trucs intéressants ». Et elle me raconte l'histoire de son meilleur copain qui avait eu ses 2 enfants. Bon, elle m'emmenait, elle, dans le Marais pour aller collecter des histoires. Et elle me raconte. Et on était au début de l'éclipse. Et elle me racontait cette histoire dans cette 4L, avec cette histoire de gens qui étaient libres penseurs et qui ne voulaient pas entendre parler de rituels de mort. Et c'était sidérant. J'en ai un souvenir encore quasiment frissonnant. Et ce spectacle sur la mort, pour moi, a été un moment, c'est comme si j'avais vécu soit une nouvelle mort, un chaudron de résurrection, ou ouais, c'était un moment extrêmement fort, extrêmement puissant, dans les réactions que ça a provoquées. Pendant 3 ans, j'ai vécu qu'avec la mort.
J'ai fait 300 représentations. Et tous les jours, des gens venaient me parler. Tous les jours, les gens me parlaient de deuil non fait, de cette incapacité aujourd'hui dans notre société, que de voir les gens qui changent de trottoir quand on sait qu'il y a eu un mort dans la famille parce qu'on ne veut pas affronter la tristesse, qu'on ne sait pas quoi faire avec, qu'on ne sait pas comment se comporter avec les gens qui ont eu des douleurs, parce qu'on est incapable de regarder ça en face, parce qu'on est une société fâchée avec notre propre mort. Et pourtant, on est périssable, nous et notre société, et même le département de la Vendée. Et ouais, ce spectacle-là, ouais, moi sur la sensation d'être un passeur entre les morts et les vivants. Et il m'est arrivé, une des dernières représentations que j'ai faites, j'étais à Gap, et j'arrive dans un théâtre, et le directeur technique du théâtre était une femme, venait de mourir d'un cancer, et elle avait fait placarder dans tout le théâtre, elle avait placardé avant de mourir, un texte qui est assez connu, « Je ne suis pas morte, je suis juste à côté de vous, vous connaissez ce truc, je suis de l'autre côté ». C'est ça. Et ce soir-là, je joue, il y avait, dans le théâtre, c'était danse, et je joue, et à la fin du spectacle, je venais saluer avec les morts du cimetière. Et je les prenais dans mes mains, et j'approchais comme ça. Et ce jour-là, je salue avec tous mes morts, et les gens les voyaient, enfin, il y avait quelque chose qui était très fort à ce moment-là. Et ce jour-là, je sens derrière moi que ça beurlute. Et il y avait les projecteurs qui étaient en train de se barrer en lumière, etc. Je me suis dit, putain, les techniciens lumière, là, il exagère, il en fait. Et j'arrive le voir à la fin, il me dit, je touchais à rien. C'était... moi, je te jure que j'avais... Et il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées autour de ce spectacle, qui ont été des choses très marquantes dans une vie, quoi. Ouais. Ouais, j'ai eu des beaux moments quand même dans une carrière d'artiste. Un autre moment extrêmement important pour moi, qui était quand j'ai commencé comme conteur patoisant. Vous imaginez ce que ça porte, ça, comme charge. J'aurais jamais dû réussir dans le théâtre officiel, aller jouer dans les plus belles salles, dans les plus beaux théâtres de France. Et jamais j'aurais cru pouvoir un jour jouer dans la cour du Palais des Papes, à Avignon. Ce que j'ai fait en jouant le comédien avec Wajdi Mouawad, parce que moi j'étais tricard dans tous les théâtres en France, et c'est au Québec où là j'ai trouvé un mec d'origine libanaise qui lui m'a accueilli, m'a accompagné sur mes différents spectacles d'ailleurs, et puis m'a pris dans sa troupe, et avec lui on a fait une aventure. J'ai joué à une pièce qui s'appelait Forêt, qui a été jouée plus de 200 fois pareil, et on a joué au Festival d'Avignon dans la cour, qui est quand même le lieu mythique, hein. Et on faisait les 3 pièces à la suite, Littoral, Incendie, Forêt, et ça commençait à 8h du soir, ça finissait à 7h le matin. Moi je jouais que dans la dernière pièce, je faisais l'entrée, puis je partais dormir, j'allais boire un coup pour bien dormir, et puis 2 heures mon téléphone sonnait, je courais, je faisais mon footing jusqu'à la cour, j'arrivais en nage, j'étais en pleine forme, et je montais sur la scène à 3h pour finir à 7h avec les 2000 personnes devant, avec la lumière qui se levait, les hirondelles qui volaient, les martinets. Et c'était un moment d'une puissance absolument incroyable. Ouais. Ouais. Et chez Wajdi Mouawad aussi, je jouais le spectacle sur la mort le 11 septembre 2001. C'était la première d'une série que je faisais là-bas. C'est la saison de la France au Québec. Ce matin-là, 11 septembre. Et donc à midi, on se réunit, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue? Et bien sûr qu'on va jouer. Et Wajdi avait fait un texte justement sur la nécessité de continuer à vivre, quoi, un peu. Et c'était un moment extrêmement chargé le soir. Les gens étaient là, mais un peu pétrifiés, quoi. C'est la première fois que l'Amérique du Nord était attaquée, quoi. Et donc, c'est des moments qui marquent. J'ai pas de stèles comme ça dans mon parcours qui me permettent de. Tu vois. Alors, est-ce que c'est Yannick Jolin le conteur patoisant, ou est-ce que c'est Yannick Jolin le philosophe? J'aime pas. C'est pas Montaigne qui a dit philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est ça, non? Donc je me demande si Yannick Jolin, c'est pas le philosophe. J'aimerais bien que derrière le mot conteur, là aussi qui est chargé tellement négativement, on puisse dire oui, mais conteur c'est aussi philosophe, moraliste,
vieux sage, humoriste, qu'il y ait tout dedans et qu'aucune de ces facettes ne soit péjorative. Ce que j'aime, moi, c'est rendre compte de la vie. Et dans un spectacle, moi, quand la complexité des émotions humaines, elle est là, ça me va. Aller voir un spectacle d'humoriste où il n'y a qu'une suite de gags qui sont juste une répétition de 3 minutes de gags pour la télévision, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me nourrit pas. Moi, j'aime les spectacles qui me nourrissent. Mais aujourd'hui, on va aussi dans le sens du poil, et vous aussi, peut-être que vous avez une responsabilité là-dedans. La culture, c'est dissensuel. Ce n'est pas fait pour être consensuel. C'est fait aussi pour aller vous chatouiller dans des endroits que vous n'avez pas envie d'aller voir. C'est pour ça que par moment, on va voir des trucs et fait Et moi, de temps en temps, je vais au cinéma et je sors en disant non. Je me rappelle Lars von Trier, Breaking the Waves, film où je sors en gueulant, en disant c'est pas possible. Et 2 jours plus tard, ça m'habite encore, et des années plus tard, ça m'habite encore de la même façon. Et je me dis que, voilà, il y a des spectacles. Incendie de Wajdi Mouawad, ce spectacle-là, vous pouvez le voir au cinéma encore. Il en a fait un film. C'est de revisiter le mythe d'Oedipe dans la guerre du Liban. C'est un spectacle, je l'ai vu peut-être 35 fois, parce qu'on jouait ensemble. Moi, j'étais en train de répéter un spectacle qui s'appelait Menteur à Montréal, pendant que lui était en train d'écrire. Il écrivait la nuit et il répétait Incendie le jour. Et la fin n'était pas écrite, qui est d'une puissance incroyable. Et moi, je pleurais tous les après-midi en regardant déjà les premières scènes. Et je pense que c'est l'endroit au monde, je ne sais pas ce que ce spectacle m'a fait, mais je sais qu'il a ébranlé des milliers de gens. Et le film est formidable. Le film est formidable. Si vous tombez dessus, regardez ça. Prenez la peine d'aller voir ça. C'est un film très puissant, dérangeant, mais très puissant. Et ça, et j'ai même vu la première, et je me suis fait payer la première par la République française, parce que je suis allé en voyage officiel au Québec avec Raffarin, et justement parce que je savais que c'était la période de la création d'Incendie. Donc voilà. Tu as fait référence à la Vendée, l'identité vendéenne. Pourquoi être allé à Pougne, au milieu des Deux-Sèvres, quand justement tu avais des choses à dire sur la Vendée qui venait varier un petit peu l'offre que l'on connaît, qui contribue à cette idée vendéenne? Pourquoi Pougne? Et pourquoi pas en Vendée? Est-ce que c'est un regret? Non, parce que je ne pouvais pas le faire en Vendée. Parce que j'ai eu des bâtons dans les roues. À l'époque de De Villiers, c'était pas forcément lui. On s'est expliqué avec Philippe De Villiers. Mais je pense qu'autour de lui, vous savez, le pouvoir, le problème, c'est toujours le problème des barons autour des petits rois. C'est le pire de ça. C'est les exécuteurs de basses œuvres. Et autour de lui, il y en avait un certain nombre d'exécuteurs de basses œuvres, au temps de sa toute puissance. Vous le savez peut-être. Et donc, moi, j'en ai bénéficié. Donc, j'ai eu un certain nombre de redressements fiscaux, d'attaques diverses et variées. On m'a demandé d'être radié d'un certain nombre de programmations. On demandait à des gens de me radier mon nom de leur programmation s'ils voulaient avoir des subventions. Donc, j'ai longtemps dit que j'étais réfugié politique en Deux-Sèvres. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça. Donc, c'est un regret. C'est un regret. Non, non, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret. On ne peut pas avoir de regret dans une ville. La voie qui est choisie à un moment donné, c'est celle qu'on a essayée. Et en plus, là-bas, il se trouve que j'ai rencontré ce village. J'avais essayé de faire des trucs en Vendée, comme dans le Marais Poitevin, un truc qui s'appelait La Nuit, le Marais, le Comte, où on promenait les gens en barque dans le Marais. C'était assez beau, mais à Pougne, j'ai trouvé des gens formidables, des bénévoles, un petit maire extraordinaire. Et voilà. Puis, ça devait se faire là. C'est une jolie petite utopie culturelle. Aujourd'hui, le nombril du monde à Pougne, c'est 6 emplois permanents dans cette commune de 350 habitants. On est le plus gros employeur de la commune. On reçoit 4000 gamins. Tous les jours, là, il y a 2/4 de gamins qui sont là, qui viennent travailler l'imaginaire, le conte. On fait des résidences d'artistes dans notre jardin sonore, où c'est un jardin unique, où on peut entendre des histoires, on a des parcours sonores, et ceux qui sont allés parmi vous là peuvent témoigner de ça. C'est un endroit assez... on y fait une nuit de Patti Smith fin juillet, vous êtes les bienvenus. On fait une nuit de Beyrouth au début du mois d'août. On fait des commandes à des artistes, on fait des commandes à des chanteurs lyriques pour faire des adaptations des Noces de Figaro pour un musicien et une chanteuse. Et l'intérêt, c'est qu'en décalant la personne à qui on a demandé ça, Romy Estève, une très belle chanteuse, vraiment, et ben finalement, ça l'a lancée et elle va faire une création à l'Opéra de Limoges à cet automne-là.
Et elle a commencé notre petit jardin de Pougne avec nos moyens ridicules. Donc voilà, on est un endroit... Je sais que Pougne-Hérisson, c'est le nombril du monde parce que c'est de là que sont parties toutes les histoires du monde. Donc les histoires de Vendée sont nées à Pougne-Hérisson. De temps en temps, il faut aussi avoir un petit peu d'humilité. Vous avez dit discrètement les démêlés que vous auriez pu avoir avec tel baron vendéen. Or, pourtant, tout à l'heure, vous avez dit que le Puy du Fou était, je n'ai plus le mot exact, mais c'était l'idée positive, tout en étant quand même un peu peut-être dangereux pour l'image de la Vendée. Pourriez-vous expliquer cette dualité que vous exprimiez sur le Puy du Fou? Alors, les démêlés, ça c'est autre chose. C'est la dimension politique, je crois. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord là-dessus. Si De Villiers, à un moment donné, s'est retiré du Conseil général, c'est bien qu'à un moment donné, peut-être ces positions politiques n'ont pas fait l'unanimité au sein d'un certain nombre de gens qui avaient envie d'une visibilité un peu normée de la Vendée, quoi. Le Puy du Fou est une réussite extraordinaire. Vraiment, il n'y a aucune ambiguïté pour moi là-dessus. Et la réussite de cet endroit-là, cet endroit qui est, même si pour moi, le Puy du Fou, c'est autant n'importe le vent, mais il n'y a pas d'ambiguïté. J'en ai parlé aussi avec Philippe de Villiers. Hein, c'est pas un spectacle de vérité. Il ne dit pas la vérité. Il ne raconte pas la vérité. Il raconte une histoire qui est exactement du même acabit que l'histoire de France racontée dans Le Petit Lavis. Donc c'est de la fiction historique. Et donc c'est une vision historique très proche de celle développée au XIXe siècle dans ce qu'on appelle le roman national. Voilà. Mais par contre, au niveau de l'efficacité, du divertissement, la beauté, la capacité d'accueillir le public, l'excellence technologique de l'endroit, la qualité du management et du business développé, et l'extraordinaire inventivité de cet endroit-là, il n'y a aucune ambiguïté pour moi. Et quand je dis par rapport au contenu, c'est très subjectif, c'est ma perception, et je peux comprendre que parmi vous, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec mon analyse. Mais quand je suis allé voir le Puy du Fou la dernière fois, je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est autant n'emporte le vent. Il y a une scène triste et puis une scène de danse, youpi, youplala. C'est-à-dire les petits paysans en couleur, avec plein de couleurs, avec une musique totalement irlandaise, et hop, donc on est dans les canons de la superproduction américaine. C'est comme quand les Américains font des films sur Paris, c'est pareil, sauf que lui, il l'a fait à l'intérieur. Et le bénévolat aussi? Et le bénévolat, bien sûr. Alors ça, le bénévolat, et en plus, ça, lui, il a magnifié une chose qui était déjà là en Vendée, où il y a un sens de la collectivité. On parlait un peu de ça tout à l'heure, de la collectivité, cette capacité de rassembler autour d'un projet commun, cette capacité, moi que j'adore en Vendée, où les gars sont aux barrières Vauban, puis qu'est-ce qui se passe dans le festival? Ben, on s'en fout, mais on aime bien parce que c'est un projet à nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une identification, et quand tu vois tous les mecs au parking des Puy du Fou, tu te dis que les mecs, c'est pas valorisant tous les jours. Eh ben, ils sont comme là quand ils sont aux usines d'abattage, tu vois, c'est pas toujours rigolo tous les jours, mais ils sont contents de le faire parce qu'ils sont dans leur communauté. Et il y a un truc qui est quand même assez étonnant là-dedans. Mais parce alors je crois que là aussi, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Il faut qu'il y ait une reconnaissance. Et je pense que dans le bénévole, il a besoin à un moment donné d'être reconnu. Comme l'ouvrier d'ailleurs de base. Et vraiment la capacité que nos entrepreneurs. Je parlais de ça il n'y a pas très longtemps avec des gens qui me parlaient de Fleury-Michon. Et peut-être de la difficulté, après l'extraordinaire humanité présente sur le terrain du Pergonord, peut-être des suivants, à être plus parisiens, entre parenthèses, et plus extraterritoriaux, et plus loin de leur petit peuple. Mais ça, il y a des vraies questions sur les transmissions des entreprises et leur capacité à continuer à être... Parce qu'on a eu quand même une génération de créateurs d'entreprises absolument invraisemblables sur ce département, quand même, à un moment donné. Pour terminer, peut-être un mot du Yannick Jolin, entrepreneur. C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis un produit. Je suis un produit culturel, mais je suis un produit quand même. Mais j'essaie de défendre cette singularité d'être un produit qui n'est pas un produit de consommation de masse. Et en plus... Je suis là ce soir aussi, c'est pas par hasard. C'est que cette idée de réparer un héritage culturel,
est pour moi extrêmement importante. Donc j'ai une entreprise qui est en même temps philanthropique et en même temps commerciale. Dans ma dimension commerciale, j'ai bien gagné ma vie. J'ai gagné ma vie comme un cadre supérieur toute ma vie et je suis un homme assez comblé de ce côté-là. J'ai pas eu à décrocher mon téléphone pour vendre un spectacle parce que j'avais une production derrière moi. J'ai toujours été obligé, c'est peut-être aussi par moment, c'est peut-être ça ma fatigue aujourd'hui, c'est d'anticiper tout le temps. Vraiment dans mon métier, c'est d'être avec un plan triennal, mais je suppose que dans toute entreprise, tu es obligé d'avoir un plan plutôt quinquennal ou décennal. Et forcément, qu'un artiste qui tourne, c'est un artiste qui est un entrepreneur. Et moi justement, parce que le comédien, par exemple, j'ai été totalement surpris, moi, quand j'ai intégré une compagnie de théâtre. Sur la trilogie, on était 50, hein. Plus les techniciens. Donc on était une équipe de 70 personnes quand même. Ça fait quand même une petite troupe, quoi. Et moi j'étais fasciné par le côté suiveur des comédiens et dépendant du metteur en scène. Et comme je disais toujours, j'aime bien les porte-avions, mais je préfère mon petit canotte. Tu vois? Et faire mon petit canotte à moi, aller pêcher ma balleresse, mais tout seul, et le faire à mon rythme, et partir à l'heure où j'ai décidé de partir, et d'arrêter mon tracteur pour aller parler avec mes copains à la cave, ça, j'aime bien ça. Je dis ça, mais en même temps, j'ai des contrats, parce que des fois, quand je vois mon calendrier 1 an à l'avance, je fais, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, moi, sur scène, dans des pièces de théâtre, tu peux te faire remplacer. Mais moi, la boîte de prod qui me vend, ils vendent pas des noms de pièces de théâtre, ils vendent Yannick Jolin. Et en plus, à un moment donné, justement, parce qu'au début, j'étais conteur. Le mot conteur est tellement peu vendable qu'il fallait réussir à vendre Jolin. Donc on a réussi je suis devenu presque une marque pour au moins pouvoir me vendre. Parce que le conteur, c'est trop ringard. Vendéen, conteur, patoisant, fit de putain. En milieu hostile, ça réussit pas. Ah ben tu vois, j'ai réussi quand même à faire un peu de... Donc déjà, merci du fond du cœur, parce que ton message est phénoménal, ça fait du bien. Mais surtout, pour rebondir sur la dimension entrepreneuriale, existe-t-il des captations vidéo? Et si oui, où est-ce qu'on peut se les procurer sur les spectacles précédents? Le spectacle sur la mort, notamment, m'enthousiasme beaucoup. Ben, il est sur mon site, il y a un espace un peu privatif, mais qui est facile après, qui s'appelle la Dorne. La Dorne, c'est en patois, c'est le giron, tu sais. La Dorne. On dit que Mélusine faisait ses cathédrales en mettant une dornée de pierre, et puis elle allait... la Dorne, c'est le giron, c'est un mot... hein, elle mettait ça dans son devanteau, sa Dorne. Et que, tu vois, il y a quand même des mots qui évoquent un truc extrêmement positif tout de suite. Tu dis, tu vois, et on ferait le tour des mots. Il y a une série de mots qui sont d'une beauté. Même le mot zir qu'on trouve chez les Acadiens, quelque chose qui me fait zir. Quelqu'un qui est aziré, quelqu'un qui est zirou. Quelqu'un qui est zirou, qui est dégoûté. Ça se trouve, il n'y a pas d'équivalent en français. Ça n'existe pas. Ben oui. Et ça. N'a pas jamais si zirou qu'un salao. C'est-à-dire les gens qui font semblant d'être dégoûtés. Ça me fait penser au censeur du macartisme. Il y avait un type extraordinaire qui interdisait qu'on voit un nombril dans les films de Hollywood, dans les années 55, un truc comme ça. Et un jour, sa femme a porté plainte parce qu'il essayait de la saillir par le nombril déjà depuis des années. Donc, pas plus zirou qu'un salao. Il faut toujours se méfier des gens qui crient à la morale. On en a vu d'autres, même en Vendée.